plus que je n'imaginais ou n'espérais, me récompense pour beaucoup de travaux, qui d'ailleurs ne furent pas des travaux pénibles, ce furent des travaux accomplis dans une certaine joie, dans un certain bonheur. Et je remercie Martin Rueff de vous avoir préparé à quelque chose d'un peu improvisé, mais qui sera quand même, j'ose le croire, un témoignage de fidélité et d'affection pour bien de ceux que je rencontre dans cet auditoire et pour, au-delà, l'ensemble de ceux que j'imagine mes lecteurs au-delà de cette salle, au-delà de ce moment intense d'amitié. La littérature et la beauté du monde, c'est en quelque sorte l'énonciation inverse de ce qui avait, à un moment très ancien, l'époque de la guerre, inspiré mes travaux. Et ces travaux auraient pu, à ce moment, et pourraient peut-être toujours encore, se synthétiser sous un autre titre, Les ennemis des masques. Les années 30, les années 40, plus que l'époque antécédente, ont été des années de violence et aussi des années où, dans la vie politique européenne et bien au-delà de l'Europe, prévalait une rhétorique dont on devinait rapidement qu'elle était une manière de masque. Mais il y avait dans le passé, il y avait dans la tradition littéraire européenne des dénonciateurs de masques dans des situations différentes et qui, me semblait-il, devait être prise en compte. Et mon entreprise avait inclus les moralistes français, puisqu'ils sont par excellence les ennemis des apparences trompeuses, des manœuvres et des mensonges de la vie en société. Je me souviens d'un texte que j'aurais dû peut-être récupérer pour ce volume, qui est pourtant déjà bien gonflé de textes, sur La Rochefoucauld. Pour moi, La Rochefoucauld était essentiellement le dénonciateur de ce que la vie de société pouvait avoir de trompeur, de mensonger, et l'entreprise des Maximes était, à mes yeux, une campagne pour rétablir une authenticité, une vérité. Le mot d'authenticité était d'ailleurs un mot à la mode dans les années 30 et 40. Et singulièrement, c'est peut-être le seul regret que j'exprime devant le livre que j'ai maintenant devant moi, il m'a paru inutile de faire figurer dans ce livre un hommage et une mention simplement du moraliste français. Et maintenant, je me promets pour l'avenir une simple petite promesse d'ajouter à cet ouvrage les pages sur La Rochefoucauld que j'avais publiées dans Médecine de France. Mais d'ici là, le livre offre suffisamment à lire à ses lecteurs, et j'espère que la promesse que je fais ici et qui m'engage, je serai capable de la tenir. J'ai beaucoup de
sentiment de reconnaissance en parcourant ce livre. D'abord parce qu'il a été organisé d'une manière magistrale par Martin Rueff, qui a su organiser les étapes comme si elles étaient préméditées, et elles l'étaient en quelque sorte vraiment, les étapes d'un parcours de lecture. Et le livre, fait de textes discontinus, a gagné dans cette disposition-là un aspect de continuité et de cohérence que j'aurais pu redouter de voir prévaloir dans cet ouvrage. La beauté du monde, c'est aussi un objet de réflexion qui remonte assez haut pour moi, à l'époque des atrocités de la dernière guerre, où le monde et la face humaine ont été défigurés, calomniés et insultés. Il y a donc dans ce livre quelque chose qui s'organise et je ne dirais pas suffisamment la reconnaissance qu'en ouvrant ce livre dans une sorte de surprise joyeuse, j'éprouve pour Martin Rueff et pour ses collaborateurs. Ceci dit, il y a encore beaucoup à dire, il y a beaucoup à lire. J'avais presque envie de reprendre quelques-uns de mes chapitres en les commentant, mais à quoi bon redire ou dire mieux ce qui cependant est assez bien dit, puisque je n'ai pas corrigé ces textes dans les années qui précèdent. Quelle réflexion développer à partir de ces préliminaires? Je ne sais. En fait, quand j'ouvre le livre, j'y trouve un remarquable parcours où quelques grandes voix et quelques voix moins importantes se trouvent concertées entre elles, avec quelque chose qui, chez moi, était une préoccupation, si j'ose dire, d'ordre musical. Je me suis toujours diverti à mon piano sans demander à mes auditeurs éventuels d'y prêter attention. Je préférais qu'ils n'y prêtent pas attention. Heureusement qu'il y a dans la famille quelqu'un qu'on peut écouter et à qui il convient de prêter attention quand il se met au piano. Je le vois devant moi, c'est Georges Stravinsky. Ensuite, dans ce livre, il y a une espèce de dialogue concertant des voix diverses qui m'ont sollicité. Et là, la part du lecteur qu'est Martin Rueff, que sont les amis qui ont contribué à ce volume, Michel Jeanneret et bien d'autres qui sont à côté de moi, ont apporté un liant et ont manifesté aussi l'importance de discerner les différences fines entre les attitudes et les regards sur le monde, le jugement porté sur le monde. Enfin, quelque chose dans ce livre me paraît quand même établir une synthèse entre les différents écrivains et les inspirations qu'ils ont pu tirer
des ouvrages de leurs prédécesseurs, c'est quelque chose comme un lié, un lion qui révèle la continuité de mes préoccupations, de mes obsessions presque, en même temps qu'en manifestant la diversité des voix que j'aurais aimé faire entendre et mieux entendre dans la démarche critique. Car la démarche critique, c'est une meilleure écoute, rien d'autre. Une écoute plus pleine, une écoute qui, à un certain moment, peut céder la place à un jugement, à une condamnation même, mais qui auparavant aura été une perception, et une perception humble, sincère, loyale. Cela, c'est ce que j'avais appris de l'un de mes maîtres, de mon maître, c'était Marcel Raymond, dont, tout jeune, j'allais écouter les cours en me glissant dans l'auditoire où il parlait, et où bien souvent le sujet du cours était Rousseau. Nous voici en présence de Rousseau, qui, au long des années, n'aura cessé de me provoquer, mais aussi de provoquer mon dialogue avec ceux qui ont, avant moi, perçu son message, l'ont condamné ou l'ont suivi. Dans le livre qui maintenant est sorti, il y a une construction. Et maintenant, j'en viens à parler de plus près de cet ouvrage. Il y a une construction. Les parties sont nettement indiquées, les sections sont parfaitement établies, et c'est le grand mérite, encore une fois, de Martin Rueff de s'y être appliqué. J'ai donc devant moi une sorte de résumé de mon existence qui a passé par les mains ou par l'écriture d'amis extrêmement loyaux, d'amis que je remercie de tout cœur. Je voudrais cependant ajouter quelque chose à ces remerciements. C'est de rappeler comment, au travers des années, grâce à l'enseignement universitaire, j'ai pu regrouper de plus en plus de sujets dans une sorte de parcours de la réflexion, et j'ai retrouvé ce parcours dans l'ouvrage. C'est un principe de composition que j'avais appris de mes maîtres, et je pense en particulier, en ce jour anniversaire de la naissance de Rousseau, à Marcel Raymond. Et pensant à Marcel Raymond, je reviens aux premières, aux premières étapes de ma relation avec la littérature française, l'université, les problèmes moraux et esthétiques de la littérature, et ceci me ramène ici même, ou tout près d'ici, car plus je pense à ce qu'a été mon parcours, plus il me semble qu'avec une exception pour l'Amérique, où j'ai séjourné 3 ans, ou Lausanne, où nous avons vécu 3 ans aussi, elle s'est déroulée autour de ces lieux mêmes où nous nous trouvons. Oui, vraiment, ça se passe ici.
le travail sur Rousseau, l'enseignement, c'est le jardin des Bastions. Mon premier logis, l'un de mes premiers logis, c'est le boulevard qui jouxte les Bastions, le boulevard des Philosophes. C'est ensuite, dans l'expérience familiale, le 2 et le 8 de la rue Saint-Léger. Vous voyez à quel point l'expérience de ma vie a gravité autour du site, en passant par le site où nous nous trouvons. Le point qui me paraît devoir encore être mentionné, il faut que je le retrouve, pardonnez-moi, c'est que le thème de ce volume, c'est la présence et la contestation des apparences trompeuses. Il y a eu, à travers la littérature française, toute une tradition moraliste qui dénonçait la pratique humaine, la conduite humaine, au nom de ce qu'elle aurait dû être ou de ce que la nature voulait qu'elle fût et que les hommes ont enfreint. C'est cette contestation qui était revenue à la mode en France avec l'existentialisme et qui, à ce moment-là, appelait un retour en arrière, une considération du passé et une reconstruction des argumentaires qui ont été opératifs au long de l'histoire littéraire française. D'où le fait que mes auteurs ont été, après La Rochefoucauld, Montaigne, les sceptiques, plus tard certains des auteurs du XVIIIe siècle, et bien sûr Rousseau. Rousseau a été au centre de mon travail parce qu'il était le principal agent de la contestation contre à la fois les illusions de la sensation, mais il aimait la sensation et la vie sensible, contre la société et les bonnes manières, mais il souhaitait une société équitable et des manières authentiques. J'emploie à dessein le mot contemporain qui exprime ce que Rousseau cherchait. Vous le voyez, il y a eu ce mouvement perpétuel qui a été pour moi le primum movens de mon travail. J'aimerais aussi invoquer ou évoquer des événements qui sont intervenus en cours de route et précisément dans les lieux où nous nous trouvons, mais je laisse cela à de possibles réponses. Je vois ici des interlocuteurs que j'aimerais écouter et à qui devant qui je me dis très désireux de les voir prendre la parole. Merci beaucoup, Jean Starobinski. La parole est à Jean-Claude Bonnet, que certaines et certains d'entre vous connaissent. Jean-Claude Bonnet est un
18e absolument merveilleux, spécialiste de Diderot, de la question des grands hommes. Il est l'auteur d'un livre d'histoire culturelle et d'histoire de l'imaginaire au XVIIIe siècle très important. C'est aussi l'auteur d'un livre qui a rencontré un grand succès de bouche l'an passé, qui était consacré à la question de l'alimentation et de la gourmandise. Et c'est un très grand spécialiste de l'œuvre de Jean Starobinski, puisqu'on lui doit non seulement des articles importants sur le rapport de Jean Starobinski à Diderot, alors même que ce Diable de Ramage n'était pas paru, donc c'était une espèce d'anticipation, et un film que beaucoup d'entre vous ont vu, un dialogue avec Jean Starobinski. Je suis très heureux et je le remercie d'avoir fait le voyage. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci Martin. Eh bien, oui, je suis très heureux de me retrouver ici une nouvelle fois. À chaque fois que paraît un livre de Jean, c'est l'occasion de l'amitié, toujours, et de l'intelligence. Donc oui, nous devons nous réjouir de la parution de ce beau livre et l'accueillir comme il se doit. Ce quarto nous permet de découvrir des textes jusque-là dispersés qui témoignent d'une formidable et inlassable curiosité, que vous connaissez bien sûr. Jean Starobinski quitte ici ses habituels sujets de prédilection pour inventorier d'autres domaines et analyser des œuvres qui appartiennent pour la plupart au XIXe et au XXe siècle. Un des apports de cet ouvrage est qu'il nous donne des articles souvent bien plus courts que ceux auxquels nous a habitués Jean Starobinski. On peut dire que son format de prédilection, celui qui s'est révélé parfaitement approprié à la fondation de son œuvre, eh bien, c'est l'essai de 60 pages, destiné à devenir par la suite une des pierres angulaires d'un grand livre. Nous pouvons mesurer, dans le présent recueil, combien Jean Starobinski peut également exceller dans la forme brève. En témoigne, par exemple, le court hommage à Roland Barthes lors de la disparition de ce dernier, publié dans la Gazette de Lausanne en 1980. Voici ce qu'il écrit à propos de Barthes. Son élégance, sa gentillesse, où la simplicité s'alliait à l'exigence du style. Son acuité était celle des êtres qui prennent pour modèle de leur existence la perfection d'une mélodie. Son œuvre littéraire, pour qui la considère dans son ensemble, est celle d'un musicien des idées. Peut-on dire mieux? On ne saurait dire mieux, et il en va de même pour bien des écrits recueillis dans ce dernier ouvrage. Avant d'évoquer cette face nouvelle de l'œuvre qui nous est ainsi dévoilée, j'aimerais dire quelques mots de ce quarto que je viens tout juste de découvrir. Je suis celui qui n'a pas participé à l'entreprise, et donc je peux en dire, évidemment, tout le bien que j'en pense. Je n'ai pas encore tout à fait tout lu, parce que je l'ai reçu il y a très peu de temps, mais c'est vraiment tout à fait passionnant. Je dois dire d'abord que c'est un vrai tour de magie, et je crois que ça plaira au magicien Jean Starobinski, qui aime ressusciter les œuvres, qui a toujours aimé par la lecture leur donner une nouvelle vie. Eh bien ici, il y a un tour de magie, c'est d'avoir donné une nouvelle vie à des écrits qui n'étaient plus vraiment accessibles. Par la façon dont les textes de Jean Starobinski sont si élégamment accompagnés de commentaires amis, ce livre entretient la flamme et l'esprit d'une longue tradition, celle de l'école de Genève, bien sûr, en vertu de laquelle de talentueuses personnalités ont su depuis longtemps dialoguer au sein de l'université et partager leur savoir. C'est bien toujours la même sympathie intellectuelle qui est ici à l'œuvre, si bien que les contributeurs présents à cette table, qui ont introduit les différentes parties de l'ouvrage, ont su trouver des accords qui répondent pleinement à la musicalité des textes et à cette justesse de ton qui a toujours été la marque de Jean Starobinski. Martin Rueff, maître d'œuvre de cette édition, a magnifiquement orchestré l'ensemble.
on doit saluer son apport personnel considérable à cette belle réalisation. Il procure en ouverture de l'ouvrage une remarquable synthèse biobibliographique fondée sur toutes sortes de documents. Cela confère à ce parcours une précision historique inédite. Il ne faut pas oublier l'iconographie qui est d'une richesse inégalée. Voici dans ce parcours de nouveaux aperçus pleins d'acuité sur, par exemple, la question de l'origine et la place du père, sur les divers apprentissages, la soutenance de thèse d'Albert Béguin, qui fut, en 1937, une véritable illumination, ou bien les cours magistraux de Marcel Raymond avant la rencontre à Johns Hopkins de deux autres maîtres, Georges Poulet et Léo Spitzer. Avec la création d'Histoire des idées à Genève en 1958 et l'installation avec Jacqueline rue de Candolle en 1961, tout pouvait commencer. Dans une très éclairante postface, Martin Rueff retrace brillamment cette grande aventure intellectuelle. Il définit, comme cela, à vrai dire, n'avait jamais été fait jusque-là, l'herméneutique littéraire très singulière de Jean Starobinski, avec toutes ses composantes, histoire des idées, philosophie. C'est-à-dire une ligne critique qui sera fidèlement tenue avec beaucoup de fermeté et de sérénité. On peut dire constamment à l'abri des faux clivages et des inutiles polémiques. C'est pourquoi il me paraît évident que ce livre est destiné à s'imposer comme une référence majeure dans la connaissance de Jean Starobinski. Dans cet ouvrage que nous fêtons aujourd'hui, Jean Starobinski s'aventure sur des terres étrangères. L'espace des peintres, celui des musiciens, le langage poétique. Il le fait hardiment, parce qu'il ne s'alarme jamais du défaut de la langue. Ce qu'il écrivait en 1955, lors d'un hommage à Paul Claudel, pourrait finalement tout aussi bien s'appliquer à lui, et peut-être même résonner comme une profession de foi liminaire. Au reste, écrit-il, on peut faire confiance aux mots. Il n'y a pas lieu d'être en souci pour le langage. Quant aux défis que représentent les arts visuels, qui ont toujours représenté pour lui les arts visuels par rapport à la parole, la leçon de Diderot a été fondamentale. Jean Starobinski admire, chez Diderot, le fondateur de la critique d'art, qu'il se soit vaillamment confronté, en cette occasion, à l'altérité. Comment, écrit-il, il a su répliquer aux peintres, quoi qu'il ait été vis-à-vis d'eux, dit-il, en situation de rivalité même désarmée. Diderot a su de fait inventer des mots sur la peinture et toutes sortes de stratégies discursives pour la dire. Jean Starobinski note dans son avant-dernier livre consacré à Rousseau que rendre compte d'un salon pour Diderot, c'est avoir à se ramifier, c'est devenir un être pluriel, parlons plusieurs langues. Cela laisse entrevoir, à travers un mot ramifié, toute une relation entre le ramage du neveu de Rameau et la posture du critique d'art. Le livre qui est présenté aujourd'hui est fondé sur un pareil polyglottisme. On comprend par là pourquoi un des plus récents et des plus beaux hommages à Jean Starobinski soit venu d'un lecteur étranger et même lointain. Dans son ouvrage intitulé « Une langue venue d'ailleurs », Akira Mizubayashi a dit son admiration pour l'arborescence de l'herméneutique starobinskienne, qui essaime sans pour autant jamais se disperser ni se perdre. Le grand critique japonais aime que Jean Starobinski en vienne à se faire souvent tout autant traducteur qu'interprète. De là aussi, une vraie connivence chez Jean Starobinski avec Philippe Jacotet.
le poète traducteur, dont l'œuvre, écrit-il, est une médiation inventive. Comme le remarque fort justement Martin Rueff, le continent de la poésie a été peu parcouru par les tenants de la nouvelle critique, à l'exception notable de Jean-Pierre Richard. Jean Starobinski se risque parfois, quant à lui, à rendre compte du langage poétique, de ces mots absolument irréfutables, mais dont il est difficile de donner les raisons. C'est pourquoi, sans doute, par une logique mystérieuse, les grands poètes sont d'un si précieux recours face aux abîmes. Dans cette dernière œuvre, on voit Jean Starobinski rôder autour du mystère des œuvres, qu'il s'agisse d'un poème de René Char, d'un tableau de Balthus ou d'un livret d'opéra. À propos du livret du mariage de Figaro, il relève que plusieurs protagonistes évoquent un reste, il resto, c'est-à-dire une part irréductible qu'il faudrait tenter d'exprimer. C'est à quoi, assurément, Jean Starobinski s'est attaché lui-même avec brio dans les textes qu'il a rassemblés dans ce livre. Merci. La parole est maintenant à Michel Jeanneret. Je dois avouer que l'espèce de bande de mousquetaires que nous formons autour de Jean Starobinski est aussi émouvant parce que sont présents à ses côtés et dans ce livre des compagnons de plusieurs générations. Il manque bien sûr les grands aînés, mais tout de suite Michel est là, puis Laurent, moi-même et Julien, qui même avec son prénom est donc à la dernière place. Et donc je trouve ça émouvant et il y a quelque chose d'important là-dedans, puisque même si on a beaucoup débattu et on continue de débattre sur l'école de Genève, sur ses... Jean-Claude Bonnet en parlait, sur sa pertinence historiographique, sur ses coordonnées exactes, sur sa portée, sur sa signification, une chose est sûre, c'est qu'autour de Jean, quelque chose comme l'amour de la littérature pour la beauté du monde vibre, et grâce à lui. Alors avec Michel Jeanneret, vous le savez toutes et tous, on a affaire à un critique de premier plan, dont l'œuvre, pas simplement sur le XVIe, mais aussi le XVIIe, compte énormément pour un grand nombre de lecteurs. Après le livre sur Versailles, publié il y a quelques années, il vient de faire reparaître, modifier un livre qui s'intitule Perpetuum mobile, qui vient de paraître chez Drault. Et je salue Michel Jeanneret, en notre collègue et ami, une constante attention qu'il a su transmettre à ses disciples les plus proches. Et j'en connais un ici, une attention extraordinaire à ce qui se fait aussi. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'essaierai de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que l'attention au classique n'est pas un aveuglement au présent, c'est peut-être même une condition de la présence au présent. Mesdames et messieurs, Michel Jeanneret. Cher Jean, l'un des premiers souvenirs que j'ai de vous, c'était dans les années 70, au début. J'étais tout jeune professeur, vous dirigiez le département. Nous faisions une séance d'accueil pour les nouveaux étudiants. Vous leur avez adressé quelques conseils, et parmi eux, celui-ci qui m'a frappé: il faut savoir perdre son temps. Alors, cela m'a frappé d'abord parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire, et ensuite parce que ça pouvait paraître paradoxal. D'abord, donner pareil conseil à des étudiants, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ensuite, parce que faire cette recommandation dans la ville de Calvin, qui enseigne que nous sommes redevables à Dieu de toutes les minutes qu'il nous donne, c'est un peu sacrilège. Et enfin, parce que venant de celui dont la liste de publications compte 817 titres, c'est un peu surprenant. Et pourtant, rien de plus authentique, je crois, venant de vous, que cette idée, à condition de la formuler peut-être un peu différemment,
vous ne perdez pas votre temps, mais vous savez rêver et flâner. J'aime m'amuser toute la journée sans ordre et sans suite, disait Rousseau. Vous flâniez autrefois au Puce des philosophes, vous flânez aujourd'hui au Parc Bertrand, et surtout, vous flânez dans votre bibliothèque. Votre bibliothèque, rue de Candolle autrefois, à Champel maintenant, est un dédale. On y entre avec vous pour chercher un livre, vérifier une étymologie ou une citation, mais en chemin, on tombe sur autre chose, on s'engage sur une piste imprévue et on trouve ce qu'on ne cherchait pas. Votre manière de flâner ou de perdre votre temps, c'est donc de vous abandonner à votre insatiable curiosité, de vous exposer à la surprise et à la découverte. Celui qui ne trouve que ce qu'il cherchait n'est pas un vrai chercheur, ni un vrai savant, ni un bon philosophe, puisqu'à l'origine de la connaissance et de la philosophie, il y a, comme disait Aristote, la surprise, l'étonnement, le questionnement, une attention flottante et à l'affût. Or, votre bibliothèque, justement, se prête admirablement à ces explorations à sauts et à gambades. Elle est immense, et surtout, elle est d'une diversité qui est à l'image de votre curiosité. De la littérature, bien sûr, mais de toutes les langues européennes et de tous les temps. Et la philosophie, et l'histoire des idées, et celle de la médecine, et l'histoire de l'art. Aucune des sciences humaines n'est oubliée. Car vous êtes un grand savant, mais vous n'êtes pas un spécialiste. Avant que l'interdisciplinarité s'impose comme un ressort essentiel de la recherche, vous avez transcendé spontanément, sans tintamarre, les habituelles cloisons. Rien de ce qui regarde l'homme ne vous est étranger. Vous êtes un des rares parmi nous, un des derniers peut-être, à préserver ce souci d'universalité. Cela dit, cette ouverture ne témoigne pas seulement d'un immense appétit de savoir, elle est aussi fonctionnelle. Car la littérature que vous voulez comprendre et faire comprendre touche à tous les registres de l'expérience esthétique, morale, psychologique, épistémologique. Elle exige de multiples éclairages, par l'histoire, par la langue, par le style, par la comparaison d'entre les œuvres, des approches qui elles-mêmes mobilisent des compétences diverses. Traiter la littérature comme une activité isolée ou la réduire à l'une de ses composantes, c'est la mutiler. Elle se situe au croisement de toutes les activités humaines et il n'y a certes rien de trop dans votre bibliothèque, dans votre pensée écuménique, pour rendre justice à son irréductible polyvalence. Vous n'êtes donc pas un spécialiste ni l'homme d'une seule méthode. Dans la seconde moitié du XXe siècle, qui a été polarisée par des querelles d'école, vous êtes resté loin des chapelles, loin des gourous, vous avez été libre, car ce n'était pas la voix des plus tonitruants que vous écoutiez, c'était celle des auteurs, celle de tel texte particulier, et c'est lui, le texte, qui vous imposait le choix des instruments appropriés et le déroulement de l'enquête. Votre critique, qui est immanente, inductive, s'élabore en marchant. Tout le contraire des commentateurs inféodés à un système qui savent d'avance ce qu'ils cherchent et ne peuvent que vérifier leur postulat de départ. La lecture sociologique, par exemple, qui ne peut trouver dans tel roman que les traces d'un conflit de classe ou d'une crise économique. Pas de méthode a priori donc, un cheminement chaque fois différent, et pourtant des principes, une éthique du métier qui traverse toute votre œuvre. Une exigence d'abord, qui est celle de l'écoute et du respect de la différence. Et pour cela, deux approches qui, dans vos travaux, sont constantes. D'une part,
la philologie, pour saisir au plus juste le sens des mots, l'effet d'une figure, la singularité d'une forme. D'autre part, l'histoire, sous tous ses aspects, afin de situer un texte dans son environnement d'origine. Et rien n'est épargné pour rendre aux œuvres, surtout si elles sont anciennes, leurs propriétés, pour en repérer et en surmonter les résistances et les pièges. Assurer les bases d'une lecture honnête et respectueuse, c'est un préalable nécessaire et un devoir de probité, de véracité, sur lequel jamais vous ne transigez. Mais cet effacement devant l'altérité se double d'une autre exigence qui peut paraître contraire, mais qui est complémentaire. Après le mouvement centrifuge, un mouvement centripète. Car le passé qui vous intéresse, l'autre qui vous interpelle, ne valent pas en soi, ils vous ramènent à vous et à votre présent. Nous portons dans nos gènes tout un patrimoine intellectuel et culturel, des couches anciennes et oubliées qui, comme un palimpseste, se sont déposées en nous. Et c'est ce lointain qui, enfoui, mais façonne pourtant notre vision du monde, que vous réveillez. Votre archéologie n'est pas régressive. Elle cherche dans le passé les germes du présent. Elle montre de quelles altérités notre identité est faite. Ce qui revient à dire que jamais vous ne travaillez dans l'indifférence, la distance d'un savant impassible. Si telle œuvre vous interpelle, c'est qu'elle vous concerne ici et maintenant, dans votre vie intime ou dans le monde qui est le vôtre, c'est qu'elle vous aide à débusquer, par exemple, vous en avez parlé, nos dérives et nos illusions. Les ruses du masque, la dénonciation des impostures, les combats pour la liberté que vous avez étudiés si souvent, sont bien plus pour vous que des objets historiques ou des thèmes littéraires. Ce sont des valeurs que, par écrivains interposés, vous avez défendues tout au long de votre parcours. Jamais vous n'avez oublié, depuis la dernière guerre mondiale, que le totalitarisme et le fanatisme menacent et que les conquêtes de la civilisation sont fragiles. L'analyse du littéraire, pour vous, est indissociable de l'éthique et indissociable de l'actualité. Voilà pourquoi Martin Rueff, dans les textes magnifiques qu'il a placés au début et à la fin du quarto, a eu bien raison de tresser l'œuvre dans la vie et la vie dans l'œuvre. À l'hommage que nous rendons aujourd'hui à Jean Starobinski, je voudrais ajouter en notre nom l'expression de notre reconnaissance et de notre admiration pour le travail admirable de Martin Rueff. Merci beaucoup, Michel, de ces mots. La parole est maintenant à Julien Zanetta, qui est l'auteur de nombreuses études qui s'inscrivent d'ailleurs dans une continuité avec les critiques qui viennent de parler, attentive à la fois au sens et à la forme, et qui est un éminent spécialiste de Baudelaire, et qui, dans ce volume, d'une certaine manière, a reconstitué le livre sur Baudelaire que Jean Starobinski nous promettait et écrivait par fragments. Et donc je lui donne la parole en le remerciant à la fois de son importante contribution au volume et d'être là. Merci beaucoup. Dans le volume que nous présentons ce soir, il est une place particulière aux articles que Jean Starobinski consacra à Baudelaire. Et c'est de lui dont il s'agira dans les minutes qui suivent. Les lecteurs de Starobinski étaient, bien entendu, loin d'ignorer l'intérêt du critique pour le poète des fleurs du mal. Mais en découvrant l'ensemble enfin réuni, il leur sera loisible de constater la cohérence d'un univers
bâti sur plus de 40 années d'une fréquentation assidue, et surtout l'extrême et réciproque compatibilité de l'un avec l'autre. Baudelaire présente à Starobinsky un terrain d'analyse idéal qui semble composé pour convenir à ses intérêts. En échange, Starobinsky offre à Baudelaire une voix que peu avant lui avait su faire entendre. En Baudelaire se nouent les complications d'un siècle qui vit naître la grande vie et dut essuyer les révolutions successives, politiques comme littéraires. Pour qui veut être à l'écoute aussi bien des ruptures que des continuités, Baudelaire est un relais nécessaire autant qu'un belvédère privilégié. Baudelaire de plus est un traducteur de l'anglais d'Edgar Poe ou de Thomas Quincy, bien sûr, mais traducteur surtout d'une manière de sentir qui nous rattache à un XVIIIe siècle de plus en plus lointain, si faussement simple à comprendre, si foncièrement, si résolument complexe. Aussi, le commentaire qu'en donne Starobinsky se révèle être des plus précieux. Cependant, plutôt que de montrer la spécificité de sa lecture, je préférerais me servir d'une notion qui a tout à la fois l'avantage de constituer un thème cher à Baudelaire et d'intéresser la méthode même de Starobinsky. J'aimerais parler d'équilibre. L'équilibre, tel qu'il est présent dans ce volume, est un fil, parmi d'autres, qui permet une plongée rapide, courtement panoramique, dans l'univers partagé de Baudelaire et de Starobinsky. Intercesseur entre les mondes, l'équilibriste possède l'insigne privilège de ne pas être astreint au lieu et de relier tout en préservant. Je tâcherai donc de montrer pourquoi la notion même d'équilibre, notion si fragile, si soumise à l'altération, devient pour la lecture du poète des fleurs par Starobinsky une notion cardinale. L'équilibre est un état transitoire, fait d'une infinie série de compensations. Relativement au style de l'écriture ou à la thématique, Starobinsky en a parlé ailleurs. Il pouvait s'agir soit d'un équilibre, un temps déréglé qui cherchait à regagner son assiette, comme chez Montaigne, soit d'un état initialement instable, arrivant fortuitement à un point de complétude avant de se ruiner à nouveau. On songe à Lautréamont. Il est aussi arrivé à Starobinsky de l'entendre dans la parole vive d'un autre poète, Paul Celan. Je cite ces mots: « Loi des balancements fluides, des symétries, des oppositions contraignantes, comme la géométrie du cristal, du souffle, des larmes. » Dans le cas de Baudelaire, les équilibres que Starobinsky relève sont de plusieurs natures. Il y a bien sûr les figures classiques, le funambule, ou le pantomime alerte qui le tire vers Hoffmann, ou lui explique le rire grotesque sur la scène du théâtre des variétés. Ces prouesses d'agilité qui permettent, je le cite, que l'exploit du clown acrobate puisse être l'équivalent allégorique de l'acte poétique, selon une conception de la poésie qui fait de la maîtrise technique et de l'adresse une vertu essentielle. On pense, du côté des images, à la reine du cirque de Goya, sur son cheval suspendu, que Starobinsky a pu rapprocher de Baudelaire. Ce sont là les êtres légers, danseuses ou fées cabriolantes, qui évoluent et s'adaptent aux mouvements saccadés, traversant la poésie baudelairienne. Elles qui savent égaliser et vaincre le roulement, le balancement ou le soulèvement. La passante en est la sœur discrète, subreptice et flottante, mais aussi statue à la jambe parfaite. Dans les tableaux parisiens, elle s'oppose à la claudication hallucinée des sept vieillards, mais chez Starobinsky, une remarque thématique, un rapprochement de figures ne saurait valoir sans sa contrepartie formelle. La pensée qui mène le vers épouse le mouvement de la figure. La claudication du pas se répercutera sur la claudication de l'alexandrin, traînant la patte et enjambant la coupure métrique en boitant. Théorie de la démarche à l'usage de ceux qui lisent. Nous serons alors mieux à même de comprendre le mouvement menant l'ensemble du poème, jusqu'à ce que l'âme du jeu lyrique, changée en vieille gabarre, ne se mette à danser sur une mer monstrueuse et sans bord, dans un perpétuel déséquilibre vertigineux et effroyable. On peut aussi penser, dans les diverses analyses que Starobinsky consacre à Baudelaire, à l'équilibre moral du procrastinateur, qui vainement tâche d'arrêter une forme du jour, le contraignant à écrire. Ou l'équilibre aussi précis qui tient ensemble les compositions de Baudelaire, peintre-poète, distribuant harmonieusement ou dramatiquement les figures du fond et celles de l'avant-plan. Ou encore l'équilibre de l'échange qui structure la réflexion sur le don, la largesse des uns impliquant fatalement le mécontentement des autres, lésés, comme dans la fausse monnaie, ou mort de faim, comme dans le gâteau.
Stravinsky, commentant ce poème, remarque bien un double mouvement où la déstabilisation que génère le thème est compensée par la forme. Je cite ces lignes. Baudelaire, ayant placé au second temps l'intrusion irrévocable du mal, n'a aucune compensation à nous offrir dans l'ordre éthique, c'est-à-dire dans le registre des comportements susceptibles d'être narrés. Mais une secrète compensation d'un tout autre ordre nous est néanmoins offerte dans la poétisation qui s'étend à l'acte narratif tout entier et qui donne lieu au poème en tant qu'œuvre d'art. Il appartient en effet à la forme de prendre en charge partie de l'équilibre. La construction du poème participe pleinement à la résolution de l'agression. Du point de vue de la forme, l'anéantissement ironique d'un morceau de pain réduit en miettes par deux enfants affamés nous dédommage en tant que lecteur grâce à la prose qui contrebalance le thème. Mais l'équilibre définit également la présence du poète déléguant les rôles et se distribuant parmi chaque acteur du poème. Prince et bouffon, amoureux et savant, spectateur et saltimbanque. Ces figures de l'équilibre ou du déséquilibre des relations supposent une répartition des polarités dans le poème qui oblige l'interprétation à une mobilité égale, une évaluation nuancée prenant en compte l'une et l'autre partie de la représentation. Conciliation des opposés, harmonie des contraires, le critique face à Baudelaire ne doit rien exclure. Ce n'est jamais la face ouverte ou la face fermée, la sincère grimace ou l'hypocrite sourire, mais bien l'un et l'autre. Léoton Timorouménos porte la main sur lui-même, souffle et sourit. Être ensemble, plaie et couteau, traduit certainement le déploiement d'un faisceau de force agressive et acceptante, compatissante et traumatisante. Mais aussi l'intelligence d'un acte impossible. Une imbrication dans laquelle chacune des parties est vécue et comprise. On n'évite pas l'acte et la blessure ainsi, tout au contraire, on en exaspère le sens. Baudelaire brisant, Baudelaire martyrisant, mais Baudelaire libérant. Stravinsky le résume nettement. Je le cite, « Les tensions internes dont vit l'objet littéraire sont faites d'un ensemble d'actions et de réactions, de forces déstructurantes, compensées par des reconstructions. » Puissant travail de balancement là encore, car il est bien question de stabilité active. L'équilibre, qui est certes un état, est aussi un processus, un travail de construction permanent, mu par une dynamique et un mouvement de tous les instants. Presque oxymorique aussi, quand on pense à la passante, dont la jambe de marbre n'empêche pas l'agilité et la vitesse. La beauté du monde, celle que l'on célèbre ce soir, est elle aussi une passante intermittente qui ne fixe pas de rendez-vous. À peine l'a-t-on vue furtivement s'approcher qu'elle s'éloigne à grands pas et il est trop tard. La musique est connue, un éclair, puis la nuit. Il arrive toutefois qu'un de ses spectateurs parvienne à la persienne, temporairement, à l'apprivoiser un instant et trouve le moyen de lui donner forme et consistance. Chez Baudelaire, cet état merveilleux, l'état véritablement paradisiaque, est celui où le suspens est enfin permis, où une pondération générale accorde ensemble les facultés sans que l'une prédomine sur l'autre, ni l'excès de l'ivresse, ni l'étouffement du temps, ni la mort de moyenne du quotidien. Je cite cette fois Baudelaire. Cet état charmant et singulier, où toutes les forces s'équilibrent, où l'imagination, quoique merveilleusement puissante, n'entraîne pas à sa suite le sens moral dans de périlleuses aventures, où une sensibilité exquise n'est plus torturée par des nerfs malades. Cet état merveilleux, dis-je, n'a pas de symptômes avant-coureurs. Il n'est en effet pas question de drogue, mais d'inspiration, c'est-à-dire d'un équilibre entre le volontaire et l'involontaire, entre l'activité dans la force et la passivité dans la montée des images. Si la beauté du monde se signale avant tout par sa résistance au mal qui l'environne, alors l'œuvre, qui est à la fois la dépositaire et la réponse, se montrera tout aussi endurante, et les révéler à qui ne l'attend pas, celui qui saura faire sienne sa condition de suspens. Je peux désormais penser que la figure, le personnage qui orne la couverture de la relation critique, est précisément à mi-chemin entre l'arrêt et la chute. Immobilisé par Titien dans la bacchanale des Andriens en une précaire stabilité, cet homme est d'une main attiré par sa compagne dans la ronde des danseurs, tandis qu'il tient de l'autre une carafe de vin au-dessus de sa tête. Il considère à travers le cristal, la robe du vin, son champ plein de lumière, dirait Baudelaire, et nous sommes invités à comprendre
que le texte doit aussi se lire ainsi. Soulever, apprécier, les sens en éveil, en équilibre. Un rapport qui est en somme toujours à conquérir. Estimer, rétablir, prendre appui, corriger l'intimité et la distance, l'adhésion immédiate et le surplomb trop lointain. L'acte critique se développe alors comme un complément du texte lu, sans avoir besoin d'être tempérance ou neutralisation. D'une couverture à l'autre, les images se répondent. La beauté du monde révèle la portion de ciel que le danseur de la relation critique observait. Autre manière de dire que nous sommes maintenant à sa place et qu'il nous faut continuer de scruter les textes à notre tour, avec la même attention, la même patience, la même intensité. Je vous remercie. Merci Julien Zanetta. Et maintenant nous allons entendre Laurent Génie, que beaucoup d'entre vous connaissez. Laurent Génie est un critique important de l'école de Genève, c'est l'auteur d'une œuvre herméneutique fondamentale, La fin de l'intériorité, La parole singulière, et sans avoir abandonné ses exigences réflexives, il poursuit depuis quelques années une œuvre qui se situe entre l'essai esthétique et la construction d'une prose plus personnelle. Je renvoie à un livre important qui s'intitulait La vie esthétique, et plus récemment, en 2015, un ouvrage intitulé Le lieu et le moment. Dans La beauté du monde, il s'est consacré, il a accepté de se consacrer, je l'en remercie, au rapport de Jean Starwinski et la peinture. Avant de lui passer la parole, je signale, même si Jean l'avait fait avant moi, que Georges Starwinski s'est consacré quant à lui dans un texte très synthétique et très émouvant au rapport de Jean Starwinski et de la musique. Mais c'est maintenant d'images qu'il va s'agir. Laurent Génie. Merci Martin. Plus encore que d'images, peut-être de regards. On pourrait s'étonner que chez Jean Starwinski, si fin mélomane et musicien, il y a un tel privilège accordé au regard comme modèle de la pensée. Son premier grand recueil de critiques littéraires s'intitule L'œil vivant, je rappelle, et le titre du livre fondateur sur Rousseau, La transparence et l'obstacle, n'est évidemment pas exempt de référence optique. L'admirable texte introductif à L'œil vivant, Le voile de Popée, l'explicite assez. Le regard, étymologiquement, c'est bien plus que la vision. La déclinaison de ces sens premiers esquisse une véritable éthique de la connaissance. Je cite: « La racine ne désigne pas primitivement l'acte de voir, mais plutôt l'attente, le souci, la garde, l'égard, la sauvegarde, affectée de cette insistance qu'exprime le préfixe de redoublement et de retournement. » Le regard chez Jean Starwinski, c'est donc la figure d'une énergie et d'une résistance, d'une insatisfaction et d'une persistance, d'une perte et d'une reconquête. Malgré les obstacles, cette énergie a quelque chose d'inépuisable. Je le cite encore. S'il n'est pas trahi par un surcroît ou un manque de lumière, le regard n'est jamais saturé. Il est insatiable, comme le désir de connaissance. C'est Starwinski qui disait « J'ai beau faire, tout m'intéresse ». Je cite encore. « Voir ouvre tout l'espace du désir, mais voir ne suffit pas au désir. » Parce que, comme l'a dit Goethe, et Michel Deguy après lui, chaque sens aspire à échanger ses pouvoirs, et ils se manquent tous l'un l'autre. Les mains veulent voir, les yeux veulent toucher, l'œil écoute, comme dit Claudel, mais surtout, le regard veut devenir parole. Il consent à perdre la faculté de percevoir immédiatement pour acquérir le don de fixer plus durablement ce qu'il fuit.
L'étymologie nous avait prévenu, le regard veut la sauvegarde. Or, tout ce trajet, il dessine celui d'une relation, celle que Jean Staromaski appelle la relation critique, parce qu'elle ne peut s'en tenir aux apparences. Il lui faut aller au-delà, délivrer une signification du visible ou du lisible, avant de s'y ressourcer. Ce privilège du regard, je le trouve déjà dans les deux grands livres de synthèse du XVIIIe siècle, L'invention de la liberté et les emblèmes de la raison. Bien sûr, la rencontre avec l'éditeur d'Ars Skira et l'exigence d'une riche illustration y invitaient. Mais Staromaski n'a pas eu à se faire violence. Les collections de Skira semblaient faites pour lui. L'invention de la liberté se conclut significativement sur un paragraphe intitulé « Le plaisir de voir ». C'est le commentaire d'un tableau de Francesco Guardi montrant tout un peuple assemblé à Venise à contempler l'ascension d'un ballon sur le canal de la Giudecca. Staromaski écrit « Tel était le siècle épris de lumière, de netteté, de clarté, d'une raison dont les opérations paraissaient étroitement apparentées à celles du regard. Or la vue, dit-il, est le plus expansif de tous nos sens. Elle nous transporte au loin, dans un mouvement de conquête. Et c'est le succès même de la raison qui fait que bientôt l'univers sensible ne lui suffit plus. Sa clarté, elle la cherche au-delà des apparences, ses buts, elle les situe bien avant, dans l'instant sensible. En quelques mots, Staromaski nous livre la clé de l'affinité profonde du XVIIIe siècle avec le visible et son dépassement. Mais si le regard raconte le dépassement rationnel du visible, l'inverse n'est pas moins vrai. L'autre grande synthèse sur le XVIIIe siècle, parue chez Skira près de 10 ans plus tard, Les emblèmes de la raison. La raison même demande à être déchiffrée, et comment le serait-elle mieux qu'à travers ces emblèmes visibles? C'est là qu'on y aperçoit le mieux sa face ténébreuse, de Fuseli à Goya. Cependant, le quarto La beauté du monde révèle au grand public un autre visage de Staromaski critique d'art. Pour l'essentiel, et comme le notait Jean-Claude Bonnet, il ne s'agit plus de ces vastes surplombs sur un siècle, hormis quelques études non recueillies en volume sur le rococo, sur Fuseli, sur Goya. Ce sont des textes brefs, textes de circonstance, commandés par l'urgence de rendre compte d'expositions contemporaines. Mais il faut prendre ici le mot circonstance dans son acception la moins convenue, la plus vive et la plus provocante. Chaque fois, il s'est agi, dans l'actualité d'une rencontre, de répondre à la sommation d'un événement, à la convocation impérieuse du regard par la force d'une œuvre. Œuvre découverte ou retrouvée. Roger Montandon, Michaud, Garache, Balthus, Kurt Seligman figurent à côté de bien d'autres parmi ces illustres contemporains. Les textes sont rapides et le plus souvent d'une admirable acuité. On y retrouve, en accéléré si l'on peut dire, la dynamique décrite par l'œil vivant, mais appliquée cette fois à des œuvres qui, pour être purement picturales, n'en sont pas moins parlantes. C'est en effet toute une dialectique du visible et du dissible qui se met chaque fois en place. Car une œuvre picturale qui s'impose a tous les caractères d'une affirmation silencieuse, qui est aussi un défi à la parole. Pourtant, ce silence nous achemine secrètement vers la signification. À plusieurs reprises, Staromaski se réfère à la notion d'aperception mythique qu'il emprunte à Cassirer, rappelant que c'est là l'activité première de la conscience pour qui le monde immédiatement perçu est une physionomie, une face chargée d'expression. Et il ajoute « Le sens expressif adhère à la perception même dans laquelle il se trouve saisi et éprouvé immédiatement. » C'est ce sens
qu'il s'agit de livrer, à un retour sur soi, au plus juste de sa perception. On a ici dans l'ordre du visible l'équivalent de ce que Spitzer désignait dans l'ordre du style comme étymone spirituel. Starowinsky a l'art de parvenir aux formules foudroyantes qui nous donnent la clé d'une œuvre picturale et apaisent notre soif de comprendre ce que nous voyons. Pour Michaud, par exemple, c'est le monde physionomique, pour désigner ces faces nées de son pinceau et qui toutes semblent nous regarder plus que nous les regardons. Pour Balthus, c'est une dramaturgie arrêtée, où nous assistons, dit-il encore, au sacre de la distance. Pour Garrash, c'est un monde d'officiante. Et dans ce cas, le mot est venu aux critiques avant même sa compréhension. C'est la survenue de ce mot qu'il se donne pour tâche d'élucider. Pour Kurt Seligman, c'est l'œil et la serre qui nouent la rapacité de l'œil à la cruauté de la serre. Ces formules nous arrêtent à leur tour. Elles nous fascinent par leur justesse, qui chaque fois ouvre une porte au regard. Elles nous relancent dans la contemplation, mais elles ne se referment jamais sur l'œuvre. Starowinsky nous a prévenu tout le premier que l'œil était insaturable. Après ces coups de sonde, il nous invite à retourner, comme lui-même, au bonheur du silence. Je le cite. « Quel bonheur pour celui qui fait métier d'interprète, de s'abandonner enfin à l'apparence et de rendre les armes. Ce bonheur, nous le partageons avec lui, grâce à lui, et après l'avoir vu. » Bien, il faudrait que je dise maintenant quelque chose. Et je voudrais partir de quelques lignes que j'ai écrites dans la préface, dans l'avertissement, pour insister sur un thème qui a été abordé à la fois par Michel Jeanneret et repris par Julien Zanetta. Donc sous le titre « La beauté du monde, la littérature et les arts », nous avons recueilli un ensemble d'études, une centaine sur 800, qui sont vouées à célébrer les expressions artistiques par lesquelles les hommes scellent un pacte avec la beauté du monde. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'elle et la rehaussent quand tant d'autres, hier et aujourd'hui encore, l'abaissent, cette beauté du monde, seul ou en groupe. C'est bien de pacte qu'il faut parler. D'un pacte qui signifie la croyance aussi à la force des œuvres de création. Cette croyance, elle nous rassemble tous ici et elle rassemble aussi beaucoup d'entre vous. Jean Starowinsky a traversé le siècle de la destruction des hommes, qui fut aussi celui de la tentative de faire disparaître leurs traces et d'abolir leurs œuvres. Au chant 2 de l'Africa, son grand poème, Pétrarque distinguait 3 morts que même les hommes illustres, dit-il, sont appelés à connaître. La mort physique, bien sûr, la destruction de leur tombeau, c'est-à-dire l'effacement de ceux qui devaient se souvenir du mort, et la mort enfin qui frappera le livre. Mais il ne pouvait pas imaginer au XIVe siècle que cette mort pourrait frapper l'ensemble du monde des œuvres. Loin de l'exaltation ingénue, tranquille ou sereine, la célébration de la beauté du monde, chez Jean Starowinsky, est une tâche et une mission. Et je voudrais donner 2 exemples pris dans l'œuvre, avec un écart à la fois, je dirais, chronologique et thématique, de cette manière de défendre la mission des œuvres, le témoignage des traces des hommes.
Le premier témoignage, je le trouve dans ce texte extraordinaire que Jean Starobinski consacre à Kafka, auquel il se met entre 43 et 44. Et je signale que ce livre, qui est écrit en août 44, puisque Jean Starobinski a été un des premiers traducteurs en langue française de Kafka, porte l'arrêté de publication, l'achevé d'imprimer, le 30 avril 1945. Cette date, vous le savez peut-être, est la date de la mort d'Hitler. Or, dans la préface de ce Kafka, un texte extraordinaire, dont Jean Starobinski a regretté parfois qu'il ne fût pas republié, mais on va s'y mettre. Voilà ce qu'écrit Jean Starobinski. Donc on est en 44. Et c'est de Kafka qu'il s'agit. La destruction qui entoure l'œuvre est portée dans l'œuvre de Kafka. Ce cercle de l'anéantissement lui appartient. Il est engendré par cette prose spectrale qui partout bute contre sa propre négation, qu'elle exprime et qu'elle provoque tout à la fois. J'ajoute que c'est un homme de 24 ans qui écrit ça. Or voici, face à la puissance de la destruction, que Jean Starobinski identifie évidemment chez Kafka, la réaction du critique. L'homme qui aspire à posséder l'être tentera de confirmer et de valoriser sa propre existence par l'acte. Son espoir est d'atteindre l'être par l'intermédiaire du faire. L'action fondera l'être en réalité et partant, elle le justifiera, elle lui donnera la profonde raison d'être. C'est dans cette lumière qu'intervient chez Kafka le grand thème mythique de la construction. Il faut entendre ces phrases et se rappeler la place que Kafka a pu jouer dans l'horizon critique et intellectuel de l'Europe des années 50 comme figure de la destruction pour mesurer l'extraordinaire acte herméneutique que le jeune homme était en train d'accomplir. Kafka, héros de la construction. Il poursuit. La construction, c'est la forme positive du faire, l'acte par excellence. Construire est une justification et aussi une naissance, car l'être demande à être édifié. La tâche du constructeur est d'abord affirmation de soi, il entre dans sa réalité à mesure qu'il construit ses murailles. On peut voir, dans la banlieue de Genève, une petite maison qu'un maçon a construite pour lui-même. Il n'a pu s'empêcher d'y peindre ces mots : la maison est l'âme de l'habitant. Je ne connais pas de définition qui rejoigne mieux le sens profond de l'acte édificateur. Et Jean Starobinski, comme le disait Michel il y a un instant, s'exprime alors sur la question de l'actualité. Car construire par l'œuvre, construire des traces quand les forces de destruction prétendent les effacer, c'est appeler à la justice. Nous voici aujourd'hui affamés d'une justice sans ombre et d'une construction glorieuse. Nous voici dans l'attente d'une nouvelle réalité, celle qu'instaurera l'homme juste, qui sera en même temps l'homme constructeur. Cela même sur quoi l'œuvre de Kafka pose le signe du désespoir et de l'échec, nous rêvons de l'obtenir, croyant avoir traversé la souffrance entière, estimant avoir épuisé toute la mesure du mal et touché au fond même de l'enfer humain. Mais l'œuvre de Kafka n'est-elle pour nous qu'un rappel de ce monde obscur dont notre espoir nous persuade que nous avons commencé à trouver l'issue ? Non. La justice à laquelle il a eu part était énigmatique et cruelle. L'œuvre qu'il nous laisse ressemble à un temple construit en ruine. Mais un temple, c'est une œuvre, et une œuvre de constructeur. Le deuxième texte que je voudrais citer est un texte très lointain dans la préoccupation et dans la chronologie, puisque c'est un texte que Jean a consacré à Malheur dans la poésie française.
C'est un texte assez célèbre dans lequel Jean Starobinski étudie de manière assez brève la trace que Mahler a laissée chez deux grands poètes, Jouve et Yves Bonnefoy. Or, il se trouve que ce texte a pour moi une valeur emblématique, car il célèbre la beauté du monde, non seulement en exaltant les prérogatives de l'œuvre, mais en montrant que l'œuvre, et il faudrait que l'opinion publique entende ça au-delà de cette salle, l'œuvre, ce combiné de forme et de sens, l'œuvre, c'est la vie. Et la vie des œuvres contribue à l'œuvre difficile que nous entreprenons quotidiennement quand nous essayons de vivre. Et je crois qu'il n'y a pas de critique plus jeune et plus rajeunissant que Jean Starobinski, parce que ce qu'il dit dans chaque texte, c'est la puissance de vie des œuvres. Ce texte, donc, qu'il consacre à Mahler dans la poésie française, s'appuie sur un poème très célèbre d'Yves Bonnefoy, un hommage à la voix de Kathleen Ferrier, dont je voudrais citer les deux premiers quatrains avant de citer pour conclure, et je m'arrêterai sur ces mots à lui, par la phrase de commentaire de Jean Starobinski. Voici les deux quatrains de Bonnefoy que j'ai plaisir à citer ce soir, à la voix de Kathleen Ferrier. Toute douceur, toute ironie se rassemblaient pour un adieu de cristal et de brume. Les coups profonds du fer faisaient presque silence. La lumière du glaive s'était voilée. Je célèbre la voix mêlée de couleurs grises qui hésite au lointain du chant qui s'est perdu, comme si, au-delà de toute forme pure, trembla un autre chant et le seul absolu. Alors, je continue. Ô lumière et néant de la lumière, ô larmes souriantes plus haut que l'angoisse ou l'espoir, ô signes, lieu réel dans l'irréel, ô sombre, ô source, quand ce fut profondément le soir. Il semble que tu connaisses les deux rives, l'extrême joie et l'extrême douleur, là-bas, parmi ces roseaux gris, dans la lumière, il semble que tu puises de l'éternel. Commentaire de Jean Starobinski. Le poème d'Yves Bonnefoy, intitulé « À la voix de Kathleen Ferrier », apparu en volume dans Hier régnant des airs, publié en 1958, et quelle qu'était la date de sa composition, il vaut comme un hommage à ce qu'il est donné d'écouter par-delà la mort. Par-delà la mort. Mesdames et messieurs, voilà, c'est fini. On avait jusqu'à 8 heures. Vous avez toute latitude maintenant pour vous transporter à la gauche. Je pense que Samy Canan voudra peut-être dire un mot de salut. Et après quoi, un cocktail vous attend. Je rappelle simplement, détail technique, que Jean Starobinski accepte signer, il accepte aussi de citer, c'est vrai, mais de signer ce soir des livres. Et donc, vous pourrez acquérir La beauté du monde et lui demander de le parapher pour vous. Peut-être voulez-vous dire quelques mots ? Merci beaucoup, ce sera bref. Vous avez déjà eu des échanges très riches. Vous avez chaud aussi dans cette salle. Donc, j'aurais dû faire l'accueil à 18h30. Mais le conseil municipal siégé a décidé de traiter un sujet urgent et sensible juste maintenant de ma responsabilité, qui est l'école de patinage. Donc, nous avons un peu patiné dans la choucroute. C'est un livre politique, donc je regrette pour vous avoir accueilli en bonne et due forme comme il se doit, exprimer mon grand plaisir et le privilège que nous avons en tant que ville de Genève de vous accueillir pour Professeur Starobinski, Professeur Rueff et tous les autres partenaires de cet échange très riche autour de ce livre dont se réjouit énormément la publication. Et je vous remercie énormément. J'avais déjà eu le plaisir de vous accueillir en 2013, ici au Palais Nard, pour un essai sur Diderot, je crois, un autre sur Rousseau, et encore d'autres œuvres. Et je ne peux que réexprimer mon admiration et la reconnaissance de la ville de Genève pour ce que vous faites. Moi, je l'ai capté que la fin de l'échange, mais effectivement, votre énorme contribution, et qui reste surtout d'une extrême actualité. Alors, pas la puissance des œuvres, mais aussi la puissance
destructrice de l'être humain. Évidemment, je ne vais pas faire plus long, je vous ai toutes et tous envie de boire un verre rafraîchissant. Merci et bonne soirée. Les hôtes de la ville de Genève, et je voudrais dire toute ma gratitude à cette ville où je suis né. J'habite maintenant à quelques dizaines de mètres du lieu de ma naissance, à quelques dizaines de mètres de la maison des petits qui a été mon école enfantine. Je me sens dans ce quartier proche de l'université, dans une sorte de demeure élue en quelque sorte pour l'échange intellectuel et pour l'essor de la raison. Ma gratitude à l'égard de la ville où je suis né, je ne saurais l'exprimer, elle est fondamentale. Merci.